Bien qu'il marche du bon côté, sur la bonne route, dans la bonne direction, il continue à croire qu'il se fourvoie. Les voix de ceux qui le saluent et auxquels il estime devoir rendre leur salut le soulagent. S'il est salué, c'est qu'on l'aura reconnu, et tant qu'on le reconnaît, il ne s'est pas encore engagé dans une région inconnue. Il se persuade à voix haute que ses soucis sont ridicules et il se moque de lui dès qu'il est à nouveau oppressé après que quelqu'un d'autre l'a croisé sans rien dire. Désormais, c'est lui qui salue en premier. Lorsqu'il entend des pas, il tâtonne et s'empare des paroles ici en usage pour saluer, puis il en use comme d'un chapeau qu'il soulèverait. Sa quête parfois l'arrête au point qu'il se retrouve muet, témoignant simplement par son attitude de son respect alors qu'il voudrait saluer l'autre. Sa langue déchire ses mots dans la bouche et fait barrage à ses paroles. Il ne lui reste plus alors qu'à les faire passer du bras dans la main, et de la main dans le tintement étrangement strident de la clochette qui les exprimera. Le sol lui brûle les pieds, il se tient des propos raisonnables, il se persuade à nouveau qu'il ne marche pas dans la mauvaise direction et que même s'il faisait fausse route, il lui faudrait se créer quelque chose, à partir de rien. Car il y a des endroits qui, pense-t-il en répartissant ses mots selon ses pas. Il s'en veut de son pressentiment. Et railleur, appuie sur la pédale de la pointe de la chaussure. Il accable de jurons haineux et orduriers ses mains qui le conduisent alors vers une contrée désolée. Il injurie et traîne odieusement dans la boue les noms des membres de sa famille. Pourtant, quoi qu'il fasse, il ne perd pas le fil de ses pensées. Pendant qu'il songe, son front sans nuage. Inlassablement, il cherche à savoir avec plus ou moins d'acuité où il se trouve précisément à chaque instant, et il s'en remet à son expérience. Il va même jusqu'à donner le numéro de la route précédé de sa désignation officielle pour s'assurer de son chemin. Il est à vrai dire plongé dans l'incertitude à propos d'autre chose. Le sentiment s'insinue que les mots et les notions de ce qui fait partie de lui peu à peu lui échappent. Les parties de son corps se meuvent, étrangères l'une à l'autre, côte à côte. Sous lui, des pieds traînent sur le gravier. Une main conduit une bicyclette par une de ses poignées. Une autre main frappe d'un bâton une pierre de bordure. Il lui arrive à nouveau ce qui arrive à quelqu'un qui regarde mais dont seuls les yeux sont coordonnés. Il ne se sent pas bien et a peur de perdre son chemin. Il n'y a que la bicyclette à quoi il puisse se raccrocher quand il fait un écart sur le bas-côté de la route. Il a l'impression de marcher dans un limon visqueux ou de remonter le lit d'une rivière. Il se rappelle soudain que pour l'enseignement des aveugles, les fleuves ressortent sur les cartes de géographie pour qu'ils puissent les suivre du droit. On recouvre le tracé des fleuves d'une traînée de colle épaisse, de sorte que les doigts tâtonnants peuvent en suivre le cours de leur source à la mer. Les frontières des États sont-elles aussi recouvertes d'une traînée vitreuse? Souvent ses doigts se sont fourvoyés l'un trompant l'autre, quand il était incapable de distinguer les fleuves des frontières. Il maudit sa mémoire, qui lui fait oublier ce qui l'entoure, car peu lui importe actuellement une carte de géographie où malgré son nombre entre-temps allongé, il ne serait même pas aussi gros qu'une crotte de mouche. Ce sont au contraire ses pas qui le soucient. Il les connaît sans les reconnaître, et les appelle ses pas qui le poussent hors de la route, précédés de la bicyclette hoquetante qui se met trop souvent en travers dans l'herbe du bas-côté. Ce qui l'énerve aussi à cause de ses vêtements propres auxquels il a l'habitude de faire attention. Il prend donc garde à se tenir écarté du cadre rouillé. Dès que sa cheville touche la pédale, il insulte celle-ci en la traitant de sournoise, et il maudit intérieurement, comme si c'était son père, le raclement et le ripement de la chaîne sur le pignon. S'il s'assoit, il ne pourra plus se relever, mais s'il continue, le chemin le dévorera. Il préfère continuer, car s'il s'arrête, son poids le fera engloutir par la terre. Une phrase lui traverse lentement l'esprit, constante ou inconstante, suivant qu'il avance à pas réguliers ou irréguliers. Dans la fosse à chaud, il y a dans la fosse à chaud, il y a du sable dans la fosse à chaud.
Il réfléchit à ce qu'implique cette phrase. Et c'est la pièce où il sera bientôt qui fait irruption dans ces mots. Mais elle n'apparaît pas verbalement, c'est plutôt sous la forme d'une image de la pièce qu'elle survient. Avec le calendrier d'une société d'assurance accroché au mur, sur le haut duquel il ajoute quelques gouttes figées dans les fentes, d'enduit de chaud et qui manquaient encore dans l'image telle qu'elle lui est apparue. Il y sera bientôt. Il sera assis, peu importe la position, devant la fenêtre bien fermée. Bien qu'il connaisse plusieurs points de chute, seul celui-là lui importe. Il sera là-bas. Tout d'un coup, il cesse de s'effrayer, quoi qu'il puisse se dire, de ce qu'aucun événement ne soit imminent pour lui. Il ne s'inquiète pas, car ce qui arrivera sera conforme à ce qu'il a imaginé, et qu'il n'y peut rien changer. Même s'il allait ailleurs, il serait auparavant bien obligé d'être certain de son but et de se le fixer. S'il allait n'importe où, il serait dès le départ obligé d'être certain qu'il va nulle part. Il lui faudrait toujours être certain au préalable de l'endroit où il se rendrait et où il se trouverait, et il serait obligé de penser « je serai là-bas ». Et s'il y arrivait, il ferait quand même les gestes prévus, il entendrait ce qu'il avait entendu auparavant, il se représenterait ce qu'il s'était représenté au préalable. Il n'en irait autrement qu'au cas où il se rendrait à l'étranger, dans une région inconnue et inhospitalière qu'il n'aurait jamais vue et dont il n'aurait jamais entendu parler, ni par récit, ni à travers une description. Mais il est simplement en train de rentrer chez lui, il sait ce qu'il attend. Le calendrier sera accroché au mur. Lorsqu'il aura fermé la porte derrière lui, le courant d'air fera osciller le calendrier qui raclera le crépi du mur. Ce bruit de lime sur du carton le transpercera jusqu'aux moelles. Il ne peut pas se figurer qu'il sera dans cette pièce. Il essaie de marcher d'un pas égal, comme il respire régulièrement avant son sommeil, afin de pouvoir s'endormir et dormir. Le rythme de la démarche lui paraît à la réflexion déterminer aussi le rythme des pensées. Lorsqu'il marche régulièrement, son esprit demeure conscient de l'endroit où il marche, afin que sa conscience ne dérape pas vers autre chose. Lorsqu'il trébuche, ou qu'il accélère ses pas, ou bien lorsque la bicyclette, en s'emballant, l'entraîne dans l'herbe, le rythme de ses pensées deviendra irrégulier. Ses pieds se font des crocs en jambes. Quelle est la jambe droite? Quelle est la jambe gauche? La main droite ne sait plus ce que fait la main gauche. Comme s'il avait désappris de marcher. Il s'exclame en pleine confusion, comme si ces choses, il fait allusion au sable dans la fosse et au calendrier, avaient un quelconque rapport l'une avec l'autre.